j'ai toujours voulu avoir une super vie, j'ai toujours voulu surmonter tous les obstacles. Ma famille, les valeurs que ma famille m'a apportées, ouais, vraiment la famille c'est super important. C'est incroyable d'avoir une famille ou des gens qu'on aime, quoi, ça nous porte. Et troisième, pour mental de guerrière, parce que je suis positive aussi, je pense. Bonjour à tous et à toutes. Dans cet épisode, nous explorons un skill essentiel qui est l'art de rebondir avec Tania Tchakarevitch, finaliste de Koh-Lanta. Sportive de haut niveau, diététicienne et entrepreneur, Tania incarne l'art de rebondir face à l'adversité. Éliminée à plusieurs reprises dans l'émission, elle a toujours trouvé la force de se relever, atteignant la finale contre toute attente. Découvrons ses secrets pour surmonter les défis, entreprendre avec passion et garder une énergie positive même dans les moments les plus difficiles. Bonjour Tania, comment vas-tu ? Bonjour Nadia, je vais très bien. Merci de m'avoir invitée, je suis honorée d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir et je vais commencer avec ma première question. Qu'est-ce qui t'a motivée à participer à Koh-Lanta malgré les risques physiques et émotionnels ? J'ai toujours gardé Koh-Lanta avec ma famille et à 6 ans, j'ai dit à ma famille que j'allais faire Koh-Lanta. Je le savais. Et en fait, j'ai toujours aimé le challenge. J'ai joué au tennis à partir de mes 5 ans et j'ai toujours adoré la compétition. J'adore sortir de ma zone de confort pour vraiment essayer de toucher mes limites. Et en fait, Koh-Lanta, c'était parfait pour aller voir où sont mes limites. Et dès que j'ai eu même 17 ans, j'avais même pas l'âge légal, j'ai commencé à m'inscrire et à 22 ans, j'ai réussi à participer à Koh-Lanta. Et tu disais justement, avant de commencer l'émission, on a échangé un petit peu et tu disais justement que tu étais arrivée avec une blessure aux auditions finalement de Koh-Lanta. Comment ça s'est passé ? Bah, ça a été super dur parce que déjà à mes 18 ans, j'ai participé au casting et j'ai fait pratiquement tous les castings pendant 6 mois. Et au dernier, on m'a pas pris. Pendant 3 ans, j'ai 0 nouvelles. À 22 ans, je retombe dans le casting. Et en fait, au bout de 6 mois, le dernier casting, je me blesse au tennis, à un match de tennis, et je me fracture le plateau tibial. Le médecin me dit que je dois être alitée pendant 2 mois. Et en fait, le dernier casting était là, quoi. Et moi, j'étais trop triste parce que j'étais en béquille. Et je me dis, Tania, tu dois quand même aller au casting parce que tu dois y aller. Parce que je savais que cette année, c'était mon année. Je le sentais. Et je fais très attention à mes intuitions, aux énergies et tout. Et je savais que cette année, c'était mon année. Et finalement, la production m'a quand même pris, malgré ma blessure. De base, j'étais très triste. Mais finalement, c'était un mal pour un bien d'être blessée. Parce qu'à Koh-Lanta, finalement, faut pas être non plus la meilleure. Parce que sinon, tu fais peur aux autres et on t'élimine. Donc là, en fait, j'étais ni trop forte, ni nulle, entre guillemets. Et j'ai réussi à aller jusqu'en finale. Donc ma blessure, je pensais que c'était vraiment... Ça arrivait au mauvais moment. J'étais vraiment trop mal de cette blessure. Mais au final, c'était un mal pour un bien. En fait, tu dis que ça a été une blessure qui t'a aidé dans ta stratégie parce que tu n'étais pas vue comme un danger. Exactement. Et en fait, ça a été une leçon de vie en me disant que tout arrive pour une raison. À chaque fois, je me disais, même étant plus jeune, tout arrive pour une raison, pour tirer le positif d'une situation, parce que quand tout le monde a du négatif autour de soi, mais il faut toujours se rattacher au positif pour avancer. Et là, je me disais, ouais, tout arrive pour une raison, mais je me disais, quand même, là, je suis en béquille, je dois partir dans quelques semaines, comment ça arrive maintenant alors que je suis jamais blessée ? Et finalement, ça m'a aidée pour aller jusqu'en finale de Koh-Lanta et ça a changé ma vie. Mais ça vient d'où cette capacité justement à garder ce mental optimiste, à se dire j'y vais quand même Comment en fait ton éducation a forgé ce mental ? Déjà, moi je suis d'origine serbo-monténégrine. Ma mère était sportive de haut niveau, jouait au hand. Donc mes parents nous ont mis dans le sport dès le plus jeune âge, on a fait de la compétition. Et ma mère, vraiment, quand je pense à ma mère, c'est une guerrière. Même, on me demande souvent qui sont mes idoles. J'ai pas vraiment d'idoles ou de personnes à qui je souhaite ressembler. Mais si je devais choisir une personne, c'est vraiment ma mère, parce que j'ai l'image d'une guerrière. Vraiment, ma mère, c'est une guerrière. Donc je pense que dans mon éducation, j'ai toujours eu du mental. Hein. Et ça s'est traduit dans Koh-Lanta. Enfin, jamais je me suis plaint, jamais... on m'a vu me plaindre dans Koh-Lanta pendant 40 jours. J'ai toujours été souriante. Ouais, j'ai toujours réussi à voir le positif.
Est-ce que ta mère t'a dit une phrase ou un conseil que tu t'oublies pas ou juste c'est vraiment un exemple finalement, une influence silencieuse qu'elle a eue sur toi ou elle t'a transmis de façon très concrète des paroles ou des mots qui résonnent en toi? Non, les seules choses qui vont résonner en moi pendant mon aventure, ça a été pendant les courriers, parce qu'à un moment donné, j'ai les courriers de ma famille. Mon père, qui savait pas que je partais à Koh-Lanta, je reçois son courrier. Il m'a dit qu'il m'aimait. Donc ça a trop résonné en moi. Et mon frère aussi, qui avait écrit lâche rien. Et en fait, c'est ces deux mots à chaque fois que je me remémorais pendant les épreuves, et c'est vraiment ce qui m'a permis aussi de tenir. Et ouais, voilà. Mais quand il te dit qu'il t'aimait, ça te fait quoi en fait? Tu te dis, il faut que j'y aille, il faut que ça te donne quoi en fait? Comment tu l'interprètes? Comment je l'interprète? Je sais pas, en fait, l'amour, ça a toujours été la chose la plus importante dans ma vie. Même à 3 ans, je me rappelle avoir dit à ma tante, enfin c'est elle qui me l'a redit, mais que je cherchais ma moitié. Enfin vraiment, j'ai toujours été là dans l'amour. Et à Koh-Lanta, ce qui m'a le plus manqué, c'est pas la nourriture, c'est l'amour de ma famille. Donc vraiment, c'est eux qui m'ont porté au bout de l'aventure. Et en fait, c'est le mental aussi. Koh-Lanta, c'est le mental. Parce que j'ai été blessée avant l'aventure, donc physiquement, j'étais loin d'être la meilleure. Mais mentalement, j'ai toujours été là. Et ça fait tout, en fait, le mental. Dans tout, le mental, c'est le plus important. C'est important ce que tu dis, parce que toi qui es joueuse de tennis et maintenant de padel, on voit souvent dans les tribunes, en tout cas des champions de tennis, toujours la famille qui est là. Là, à Koh-Lanta, il n'y a personne. Donc tu te reposes sur quoi? Sur toi-même. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en plus, j'étais la Benjamine de ma saison. Et c'était moi la plus positive. Hein. Enfin, vraiment, j'étais toujours là avec le sourire. Tout le monde disait que j'étais le rayon de soleil du camp. Limite, ils voulaient pas m'éliminer des fois parce que je rapportais le sourire. Mais après, ouais, c'est des mentalités et des caractères. Hein. Je pense qu'on a tous des qualités, des défauts. Et ça fait partie de mes qualités. Après, j'ai des défauts aussi. Mais... Quand tu te réveilles le matin, quand tu étais à Koh-Lanta, tu te dis quoi? Tu veux gagner? En fait, je me disais un jour de plus. En fait, déjà, de base, je m'étais dit, je vais me faire un tatouage du nombre de jours restants, voilà, de Koh-Lanta. Combien de temps je vais rester à Koh-Lanta? Si c'est 12 jours, je vais écrire 12 jours. Finalement, je ne l'ai pas fait, ce tatouage, mais bon, en tout cas, ça me motivait. Et à chaque fois, je me disais 12, 13, 23, 25, 40. Et à chaque fois, en fait, je vivais le moment présent. D'accord. Et déjà, à l'époque... J'ai fait beaucoup de développement personnel pour devenir la meilleure personne possible. Et dans le développement personnel, j'avais appris le pouvoir du moment présent. En fait, c'est les enfants qui vivent le moment présent. Quand tu vis dans le passé, c'est la tristesse, la mélancolie. Quand tu vis dans le futur, ce que je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune, c'est le stress, la peur, parce que tu as des attentes. Tout à fait. Tu as des attentes de toi-même. Et finalement, à Koh-Lanta, j'étais pas là à me dire « Ah, j'espère que je vais aller au poteau. Ah, j'espère que j'irai à l'orientation. » Parce que finalement, si j'étais partie avant... j'aurais été frustrée et triste de mon aventure. Alors que là, j'étais là, je suis encore là aujourd'hui, c'est génial. Je suis encore là aujourd'hui, c'est génial. Et je vivais le moment présent. Si j'étais partie au premier jour, comme à la fin au poteau, j'étais pas triste. Parce qu'en fait, moi, au 12e jour, je suis évincée du jeu. Enfin, je pars. Et en fait, on pourrait demander même à la psychologue qui était là-bas, mais j'avais le sourire. Moi, je me disais, j'ai vu tout ce que j'avais à voir, c'est génial. Bon, alors que j'avais même pas fait un tiers de l'aventure au final. Parce qu'en fait, je m'étais pas dit, ouais, Tania, tu dois aller jusqu'au poteau. C'est forcément le rêve de tout le monde quand on va à Koh-Lanta, c'est de faire les poteaux, de gagner Koh-Lanta. Ouais. Enfin, ce serait un mensonge de dire non, j'ai envie de partir à la première. Mais en fait, sachant que j'avais pas des attentes sur le futur, mais sur le moment présent, et de me dire, ok, j'ai vu tout ce que j'avais à voir. Je suis partie contente de Koh-Lanta au 12e jour. Après, je reviens, tant mieux, c'est du bonus. Mais j'ai gardé cette mentalité. C'est pas parce que là, je suis allée au poteau que je me permets de dire « Ouais, mais si je t'ai sortie avant ». Non, parce que je suis vraiment sortie avant et j'avais cette mentalité-là. Ouais, donc en fait, tu arrives avec un mental ou déjà de gratitude. Tu te dis « J'ai quand même beaucoup de chance d'être là ». Tu fais la méthode des petits pas finalement. C'est que tu as envie d'aller au poteau, mais tu te dis « Il faut que je le décompose ». Et donc, un jour de plus, c'est un jour de gagner. Et comment tu as fait face à la pression des autres candidats, justement, et des téléspectateurs? Alors, juste avant de rebondir sur ça... au premier jour, si je m'étais dit direct, ouais, les poteaux, il reste 39 jours, j'aurais jamais abordé cette aventure avec le sourire. Parce qu'en fait, c'est une aventure tellement dure que le fait d'avoir vécu jour pour jour, c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir le sourire, parce que je me disais, encore un jour. Et on ne se rend pas compte de la force qu'on a. Vraiment, 40 jours, c'est énorme. Si dès le premier jour, tu dis, il reste 39 jours, tu tires la tête tout le long de l'aventure. Tu te décourages aussi. Carrément. Ouais.
Et là, pour répondre à ta question, comment j'ai fait face aux autres aventuriers? En fait, dès le début, je me rends compte que je suis dans une équipe où tout le monde veut m'évincer. Les filles ne me parlaient pas beaucoup, à part Grace qui me parlait. Le reste ne me parlait pas beaucoup. Pourquoi elle voulait t'évincer, à ton avis? J'ai même pas envie de savoir. En vrai de vrai, je sais pas. Chacun a ses raisons. Mais ça a été super dur. Parce que j'arrive à Koh-Lanta, moi qui ai été blessée, je me suis dit, oh là là, physiquement, ça va être dur, Tania, les épreuves, etc. Mais en fait, moi, le choc que j'ai eu sur Koh-Lanta, c'était pas le manque de nourriture ou les épreuves, ça a été socialement. J'ai jamais eu de soucis pour me faire des amis. Enfin, quand j'étais en université, j'en ai fait 2. J'ai eu des amis. Dans le sport, j'ai eu des amis. En vacances, en soirée. J'ai jamais eu de soucis à me faire des amis parce que je suis sociable. Et là, en fait, d'arriver dans une équipe où on me parle pas. Il y avait que Benjamin, qui était le plus jeune aussi, qui me parlait, avec qui on rigolait bien. Mais le reste ne me parlait pas. Et en fait, tu fais l'effort 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais après, avec la fatigue, le manque de nourriture, tu dis à quoi bon? Ils te disent dès le début qu'ils veulent t'évincer, que t'es la prochaine à partir. T'acceptes. Je me suis dit, je vais pas me commencer à pleurer. C'est comme ça, c'est la vie. On va essayer de gagner les épreuves, on va essayer d'aller au bout. Mais je me concentrais sur le positif. Je me disais pas, oh, mais pourquoi ils veulent m'éliminer? Au final... Tu le prends en fait comme une donnée et t'avances avec. Ouais, je me dis, en fait, c'est un jeu. C'est un jeu et ok, j'ai des obstacles. On va voir jusqu'à où je vais aller. Ouais, en fait, il faut se concentrer sur le positif dans la vie. Je sais que c'est dur, hein, mais il y a toujours du positif dans le négatif. C'est à nous de choisir. Il y a toujours un message derrière qui est porté. Mais justement, dans cette ambiance justement d'adversité, comment ça se passe? C'est quoi les stratégies en fait? Tu peux pas te confier, qu'est-ce que tu comprends assez vite en fait? C'est quoi les enjeux? Les enjeux, en fait, j'ai compris déjà que je pouvais me confier à Benjamin, qui est devenu vraiment mon meilleur ami sur Koh-Lanta. Donc déjà, je me suis dit, ok, au moins j'ai une personne qui est gentille avec moi. Dans l'autre équipe, j'ai 2-3 copains avec qui je peux aller loin aussi. Donc là, déjà, je me concentre sur ça. Je me concentre, il y avait le talisman aussi qui a été mis en jeu. Donc je me disais, peut-être qu'avec les stratégies, on va pouvoir faire quelque chose. Et sur les épreuves, si on gagne les épreuves, on peut aller, ne pas aller au conseil et du coup rester dans l'aventure. Et finalement, après, il y a un remaniement d'équipe. Je finis par être avec mes copains avec qui je pouvais aller jusqu'au bout de l'aventure. Et finalement, il y a 2 filles qui nous mettent la stratégie. Elles nous la mettent à l'envers. Du coup, je suis amenée à partir. Et là, je me dis, mais en fait, les filles, là, même là, elles veulent m'éliminer. Laisse tomber. T'as vu tout ce que t'avais à voir à Koh-Lanta. Limite, quand on me redit... Ouais, tu dois revenir dans l'aventure. Je me dis, mais ah là là, j'ai fait les 2 équipes, les deux veulent m'éliminer. Enfin, à quoi bon, quoi. Mais après, je reviens et ça s'est bien passé. Mais ouais, je me suis concentrée sur le positif. Le peu qu'il y avait, je me suis dit, c'est ça. Hein. Et comment tu les as vécues, les éliminations successives? En fait, c'est trop bizarre, mais moi, j'étais à chaque conseil, moi, je prévoyais dans ma tête ce que j'allais dire à côté de Denis pour partir, quoi. Ouais, bon courage les aventuriers. Et à chaque fois, j'avais un truc en plus à dire parce que t'as de l'attente forcément pendant le conseil, sûr. Donc j'avais le temps de réfléchir. Et à chaque fois, je me disais, c'est moi qui va partir. Donc, je prévoyais mon discours de fin, je prenais toutes mes affaires du camp. Enfin... Et à chaque fois, dès que je restais, je me disais, tant mieux, un jour de plus. Du coup, 29, 30, 31. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, d'aborder cette aventure avec le sourire. Mais t'as rien fait mentalement, stratégiquement, justement, pour revenir dans l'aventure? T'étais vraiment dans le je pars et je sais hors de mon contrôle, où quelque part, il y avait une petite voix dans ta tête quand même qui faisait... qui essayait de te faire... gagner quelque chose. Ah si, forcément, à chaque fois j'essayais d'aller dans les stratégies où je pouvais gagner encore un jour de plus, un conseil de plus. J'étais en alliance avec Julie, ma copine de Koh-Lanta qui était footballeuse professionnelle, et elle qui était très bien avec les garçons, donc elle arrivait à avoir les votes des garçons pour me dire ce qui allait se passer. Donc là je me disais ok, je vais les suivre sur ce vote. Et même après, on a fait le coup du collier qui a été juste énorme, même sur les réseaux. Enfin, c'était incroyable. Ce jour-là, je crois que j'ai reçu plus de messages que le jour de la finale. Tellement les gens... c'était du divertissement. Et quand tu arrives, avant de commencer Koh-Lanta, tu t'es préparée mentalement ou tu y allais comme ça, avec ton bagage que tu as depuis toujours? Je me suis pas du tout préparée. En fait, tout le monde me demande, même physiquement. Alors, déjà, j'étais blessée, donc physiquement, je voulais juste remarcher correctement. Donc, t'as pas fait de préparation physique? Pas du tout. Même mentalement, en plus, n'importe quoi. Je suis vraiment venue en citadine. Je voulais partir au Monténégro parce que c'était pendant les vacances d'été.
Du coup, mon sac, je l'ai fait vraiment en 2-2 avec des affaires que j'avais chez moi. J'ai même pas bien réfléchi, alors que je regarde Koh-Lanta depuis des années. J'ai pris un sac qui était pas imperméable. Donc le jour où on saute dans l'eau, le premier jour, j'ai cru que j'allais me noyer avec mes affaires parce que j'avais que des vêtements 100% coton, XXL baggy, parce que j'ai le syndrome de Raynaud. Donc très mauvaise circulation du sang. Donc je me Tu disais... nous expliques ce que c'est le syndrome de Raynaud pour ceux qui ne savent pas. Le syndrome de Raynaud, c'est une les maladie. Extrémités. Voilà, c'est les extrémités des membres, donc les mains, les pieds, le nez, les oreilles, où j'ai une mauvaise circulation du sang. Donc quand j'ai froid, quand je stresse, je commence à plus sentir mes doigts. Ils deviennent blancs, puis violets, puis bleus, puis après c'est l'amputation. Du coup, c'est vraiment handicapant. Donc ça, je l'avais même pas dit au casting parce que je me suis dit, je vais rien dire. Moi, je voulais tellement participer à Koh-Lanta que je voulais pas du tout me mettre des bâtons dans les roues, quoi. Donc ça, je l'avais pas dit. D'où le fait que j'ai pris des vêtements super chauds pour la nuit parce que je me suis dit, mais il va faire trop froid. Il va faire trop froid. Et Dieu merci, en fait, que la chaleur humaine existe parce que quand t'es mouillé avec des vêtements trempés, si les autres aventuriers n'étaient pas là et qu'on se collait pas tous, mais je serais morte de froid. C'est vraiment pas une blague. Hein. Mais le premier soir, je me suis dit, mais là, je vais mourir de froid. Et après, on s'est tous collés en sandwich. On s'était appelé comme ça et j'ai réussi à m'endormir. Mais ouais, le syndrome de Raynaud, c'est vraiment handicapant. Et quand j'ai fait ma valise pour Koh-Lanta, enfin ma valise, mon petit sac, j'ai pris que des vêtements en dernière minute. Je suis partie au Monténégro. En plus, c'était pendant le Covid. Fallait pas que j'attrape le Covid. Enfin, c'était vraiment... un peu galère, quoi. Mais bon, au final, tout s'est bien passé. Mais j'ai pas eu de préparation. J'ai même pas regardé comment on faisait le feu. J'ai même pas regardé comment on faisait les cabanes. En fait, je suis vraiment venue, les mains dans les poches. Mais en vrai, c'est vraiment oui, t'étais vraiment emportée par ton rêve, en fait, de participer. C'est ça. Exactement. Okay. En vrai, je m'en suis super bien sortie. Hein, parce que je suis ressortie comme une vraie aventurière. Enfin, même d'aller pêcher, de chercher à manger, de faire à manger. Enfin, bon, faire à manger, je l'ai toujours fait à la maison, mais je veux dire, dans la forêt, j'avais jamais fait, quoi. Dormir sur le sable, avec les insectes, on dormait avec des rats sur le camp. Enfin, c'était horrible, mais au final, tu te rends compte qu'avec rien, tu peux être super heureux. Donc, tu sors complètement de ta zone de confort. C'est un sujet important parce que, on le réexplique, sa zone de confort, c'est la zone qu'on connaît. Et la zone d'inconfort, c'est la zone qu'on ne connaît pas du tout. Et donc forcément, est-ce que tu ressens de la peur à un certain moment quand tu rentres dans cette zone d'inconfort ? Parce que tu ne connais pas, tu n'es pas du tout dans tes repères. Mais pour tout, en général, quand tu sors de ta zone de confort, c'est des choses que tu ne connais pas. Mais c'est là où tu vas gagner confiance en toi. Et en tout cas, moi, ça me rend heureuse de développer des nouvelles capacités. Donc Koh-Lanta, forcément, je sortais complètement de ma zone de confort. Juste un truc, ne pas me laver les dents. Et moi, je fais le fil dentaire. Je suis vraiment une maniaque par rapport aux dents. Je me dis, mais comment je vais faire ? Je vais avoir des caries, Mais au final, pas du tout. Enfin, en vrai, même ne pas se doucher, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Enfin, au final, tu sors complètement de ta zone de confort à Koh-Lanta, même ne pas manger. Au final, j'ai abordé ça, mais tellement bien. J'aurais pu ne pas manger encore pendant 2 mois. Bon, je commençais à avoir faim. Hein. Au 39e jour, je me rappelle, à la course d'orientation, j'en pouvais plus. Mais en fait, tu te rends compte à quel point t'es fort. Enfin, on se sous-estime énormément. J'avais dit pendant les castings que je voulais trouver mes limites à Koh-Lanta, mais finalement, je les ai même pas trouvées. C'est vrai que ma famille m'a manqué, etc., mais jamais dans ma vie, j'aurais pu abandonner. Mais jamais. Comment cette aventure a changé ta vie ? J'imagine que tu as beaucoup plus confiance en toi. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette expérience, sur toi-même ? Alors oui, j'ai gagné confiance en moi. Et encore, en vrai, oui, un petit peu, mais pas plus que ça, en vrai. J'ai appris que j'étais vraiment super forte mentalement. Parce que même par rapport à la nourriture, moi qui adore manger, j'aurais jamais imaginé pendant 40 jours ne rien manger, perdre 10 kilos, me rendre compte à quel point mon corps est fort. Parce que d'être blessée et de ne pas avoir de récidive pendant l'aventure, je me suis dit, mais il est incroyable mon corps. Des fois, on est trop dur envers soi-même. Et en fait, des fois, il faut juste se complimenter. Et dire ce qui est bien par rapport à soi, parce qu'on a toujours envie d'être la meilleure version de soi-même, etc., être un peu perfectionniste. Mais là, je me rends vraiment compte que mon corps, il a supporté tellement de choses, mais c'est incroyable. Donc par rapport à ça, ça a changé. Ma vie aussi a changé, parce que du coup, moi, j'étais coach sportif et diététicienne nutritionniste. Suite à l'aventure, il y a l'influence qui est arrivée à moi. Pendant 6 mois, j'ai essayé de faire les deux, mais impossible de faire
de tout faire. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'influence parce que mon métier de base, mes diplômes, ça restera là. L'influence, c'est maintenant. Et je suis beaucoup mes intuitions et je suis allée vers l'influence parce que c'est ce qui me donnait envie sur le moment et je regrette pas du tout. Donc là, ça fait 8 mois que je suis complètement dans l'influence. Je voyage, mais partout dans le monde. Je rencontre énormément de gens. Je travaille avec des super marques. Vraiment, ça a changé ma vie. Même là, je me suis mise au padel. Je rencontre plein de gens aussi. Enfin, je serais pas là aujourd'hui. Enfin, c'est vrai. C'est fou. Du coup, non, j'adore ce que ça m'a apporté Koh-Lanta. Et quand tu parles d'influence, quel type de contenu attire le plus ton audience ? Honnêtement, c'est ma vie. Tout simplement, lifestyle, c'est ce que je représentais en fait à Koh-Lanta. Ce qui a plu à ma communauté, c'est ma personnalité. C'est même pas le sport, c'est même pas la diététique, ça a rien à voir avec mon métier de base. C'était vraiment ma personnalité parce que j'étais naturelle. Enfin, je jouais pas un rôle à Koh-Lanta, t'as pas de filtre en fait. Donc, avec la fatigue, tu peux plus. Non, tu peux plus. Tu peux plus faire semblant. Tu peux pas faire semblant. Peut-être 2-3 jours et encore. Mais du coup, les gens me suivent vraiment pour ma personnalité. J'adore faire de l'humour, j'adore faire du sport, des challenges. J'aime bien en fait faire des vlogs même sur ma vie. Je montre un peu comment ça se passe l'influence, les challenges, sortir de sa zone de confort. Et voilà, en fait, j'ai envie de donner les clés à ma communauté pour avoir la meilleure vie possible. Tu parles de mental. Est-ce que tu penses que tout le monde peut faire Koh-Lanta si tu as un bon mental, ou alors oui, il y a le mental mais il y a quand même le physique? Honnêtement, que le mental. Vraiment, 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 Koh-Lanta, c'est le mental. C'est une aventure humaine avant tout. C'est pas une aventure le meilleur sportif, la plus grande guerrière. Enfin, dans la tête, c'est le mental. Parce que vraiment, moi, j'étais normale. J'étais ni trop forte, ni trop faible. Mais quelqu'un qui est pas sportif peut aller au bout. Si socialement il est bien, si stratégiquement il arrive à faire des bonnes stratégies, c'est sûr. Koh-Lanta, c'est pas le physique. Un petit peu. Faut pas être blessé, quoi, mais c'est le mental. C'est le mental. Quelle leçon tu retiens de cette expérience ? Si tu devais en retenir qu'une, ce serait laquelle ? La seule expérience que je retire, c'est que tout arrive pour une raison. Quand je me blesse avant Koh-Lanta, je vais chez le médecin, il me dit que je dois être alitée 2 mois. Ma mère qui m'avait emmenée chez le médecin parce que je pouvais même pas conduire, j'étais en béquille. J'ai commencé à pleurer devant le médecin. Mais même ma mère, elle savait pas que je participais à Koh-Lanta, en fait, que j'étais dans le casting, elle savait rien du tout. Je commence à pleurer, mais alors qu'il y avait des gens qui étaient amputés, qui venaient avant moi je pleure parce qu'il me dit 2 mois à alité. Enfin, ça va en vrai, c'est pas un truc de fou. Mais moi, comme je savais qu'il y avait le casting, il y avait tout ça qui se préparait, j'étais tellement triste. Le lendemain, j'ai eu une poussée d'acné, je te montrerai les photos. J'ai pas de boutons, enfin, j'ai eu une poussée d'acné de tristesse. Tellement j'étais... vraiment trop triste. Et en fait, au final, des mois après, je comprends que tout arrive pour une raison. T'avais quoi quand tu dis t'es arrivée en béquille ? Parce que je te l'ai pas demandé. Qu'est-ce qui t'était arrivé ? Je m'étais faite une fracture du plateau tibial en match de tennis. Ok. Donc c'est pas rien quand même. C'est pas rien, mais là aussi le mental a primé. Et au casting, je l'avais dit aussi, je joue un match de tennis, je me fais mal, donc je peux plus marcher, je boite sur le court. On était au 2e set, j'avais gagné le 1er set, et la fille commence à tricher pendant le match. Et là, moi, c'est un truc, l'injustice. Je ne supporte pas. Tricher, limite, je lui aurais donné le match parce que vraiment, j'avais trop mal. Mais en fait, le fait qu'elle veuille tricher, j'ai pas supporté et je me suis battue pour gagner le match. Et sur un pied, j'ai fini le match et je l'ai gagné en plus pour mon équipe. Mais là, je l'avais dit pendant les castings parce que je voulais leur montrer à quel point j'étais une guerrière. Je leur avais pas dit que j'avais la fracture du plateau tibial parce que je ne serais jamais allée à l'aventure. Mais j'avais dit que j'avais mal au genou. Et de toute façon, ils avaient vu que j'étais arrivée en béquille, donc c'était compliqué, quoi. Mais ouais, en fait, j'ai toujours été... c'est pas Koh-Lanta qui m'a fait ce mental de guerrière, c'est vraiment... J'ai toujours été comme ça. Quand tu dis mental de guerrière, c'est quoi, par exemple, les 3 critères qui font que tu as un mental de guerrière ? De jamais avoir abandonné dans ma vie. Alors que y a plein de choses qui ont été dures, mais j'ai toujours voulu me surpasser. En fait, ouais, j'ai toujours eu la faculté d'être meilleure, de surmonter, J'ai toujours voulu avoir une super vie, j'ai toujours voulu surmonter tous les obstacles. Ma famille, les valeurs que ma famille m'a apportées, ouais, vraiment la famille, c'est super important. Je sais que j'ai 2 sœurs, un frère. Ma mère a toujours dit qu'elle avait fait 4 enfants pour pas qu'on ait besoin d'avoir d'amis. J'ai quelques amis qui sont comme ma famille de toute façon. Mais c'est vrai que mes 2 sœurs et mon frère, c'est incroyable d'avoir une famille.
ou des gens qu'on aime, quoi. Ça nous porte. Et troisième, pour mental de guerrière, parce que je suis positive aussi, je pense. L'optimisme, ça nous porte dans la vie. En fait, c'est à nous de voir comment on souhaite voir la vie. Soit tu te contentes de peu et tu te laisses tomber, ou alors tu as envie d'évoluer et d'aller encore plus haut, mais en étant toujours dans la gratitude. Moi, tous les jours, j'écris, même si c'est pendant 5 minutes, j'écris pour toutes les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude dans la vie. D'être en bonne santé, que j'ai mes parents, 2 sœurs, un frère, des amis, un toit, à manger. Enfin, c'est des choses peut-être futiles. Mais en fait, juste de nous dire ça une fois par jour, tu te rends compte de la chance que j'ai d'avoir un toit. Quand j'étais à Koh-Lanta, je dormais à terre, j'avais même pas de lit. Mais ça, tu te le disais déjà avant de participer à Koh-Lanta ou ça a été une révélation pour toi après ta participation? La seule chose qui a été une révélation, c'est de dormir mouillé. Ça, j'aurais jamais imaginé. Et de pouvoir ne pas te brosser les dents également, je crois. Ouais, mais ça, encore, je m'y attendais. Mais en fait, des fois, je sors du sport, il est 23h, il pleut des cordes et moi, je suis là comme ça. Je suis toute seule dans les rues à Paris. Je suis trop contente, en fait, parce que je sais que je vais rentrer chez moi et je vais aller me doucher et je vais aller dormir avec des vêtements secs. À Koh-Lanta, on dormait avec des vêtements mouillés. Et ça, en fait, c'est tellement horrible. Et on se rend pas compte de la chance qu'on a de dormir avec des vêtements secs. Donc toi, là aujourd'hui, à Paris, quand tu vois qu'il fait sombre, qu'il pleut, qu'il neige, c'est pas grave. Tu te dis pas j'en ai marre, je veux déménager. Si, j'ai envie de déménager, mais non, je rigole. Mais les chaussettes mouillées sous les chaussures. Ça doit être terrible. Ah, c'est horrible. Et ça, c'est 40 jours. 40 jours sur 40. Et vous tombez pas malade? Non, même pas. J'ai eu des allergies qui sont sorties après Koh-Lanta, mais sinon, non, on n'est pas tombé malade. Donc aujourd'hui, après Koh-Lanta, comment tu sens, tu vois, quand tu parles de mental, de guerrière, comment ça influence ton quotidien aujourd'hui avec tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, ne serait-ce aussi qu'avec les personnes qui sont autour de toi? Comment tu sens que tu impactes les gens autour de toi et comment ça influence ton quotidien avec ce mental d'acier que tu as? Mon mental, en fait, ça m'aide à voir le positif. Et même quand j'entreprends quelque chose, je vais pas voir ce que je peux perdre, mais je vais voir ce que je peux gagner. Parce que dans la peur, en fait, tu vas l'attirer, la peur. Si là, j'ouvre un business, je vais me dire, ouais, mais là, Tania, t'es en train de perdre tout ça comme argent. Mais en fait, non, je vais penser, là, j'investis pour gagner tout ça après. Bon, je dis là pour l'argent, mais ça peut être pour plein d'autres choses, du temps, de l'énergie, peu importe. Mais en fait, je me concentre sur le positif pour attirer le positif, parce que c'est vraiment de la manifestation. Donc, comment tu le gères justement si tu vois, si tu es dans un nouveau défi ou un nouveau projet, c'est quoi ta méthode en fait pour surmonter les obstacles? Concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu te dis? Par exemple, j'ai envie de travailler avec une marque, je vais tout faire pour travailler avec la marque. Soit je vais aller à des événements pour rencontrer la marque. En fait, je vais attirer l'événement ou la marque à moi. Je vais faire des vidéos sur la marque, je vais attirer, ça se dit ou pas? Oui, tu crées en fait finalement les opportunités pour les attirer à toi. Tu peux nous donner un exemple si tu devais donner un exemple concret pour que ceux qui nous écoutent puissent aussi... Là, par exemple, j'ai un plan. J'aimerais faire Danse avec les stars. D'habitude, j'en parle pas en plus des plans que j'ai envie de faire. Mais par exemple, là, j'ai envie de faire Danse avec les stars. Bon, le casting est passé, mais bon, pour une prochaine année. Là, je vais faire une série de vidéos sur mon compte avec des influenceurs danse. Je sais pas, ça va être peut-être une danse pour aller à Danse avec les stars. Un échauffement pour aller à Danse avec les stars qu'avec des personnalités connues sur les réseaux sociaux. Je vais mettre un hashtag Tania pour Danse avec les stars ou peu importe, mais je vais attirer Danse avec les stars à moi, quoi. Et qui sait? Peut-être que je le ferai un jour. Pour te faire remarquer. Exactement. Et savoir que tu es là et créer en tout cas une relation avec... Voilà. Et à chaque fois que je fais un événement et que je rencontre quelqu'un qui connaît quelqu'un de Danse avec les stars, je vais forcément lui dire j'ai envie de faire Danse avec les stars. Je sais pas, un jour peut-être que je vais l'attirer. Si tu te retrouves justement à l'adversité qu'il y avait eu l'année dernière, tu sais, entre... ça, je me rappelle plus. C'était l'humoriste et Natacha Saint-Pierre. Ok. Tu t'en souviens ou pas? Tu as vu ça? Comment tu l'aurais géré, toi? Parce que là, ça veut dire on est dans la compète aussi. Ouais, tu vois. Bon, c'est pas trop ce qui s'est passé, c'est pas le sujet, mais comment tu aurais géré justement cette adversité?
Ça, c'est compliqué parce que je trouve que c'est pas trop bienveillant. Enfin, ce qui s'est passé après, je sais pas, j'étais pas sur l'événement, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais les problèmes comme ça, moi, à Koh-Lanta, quand on essayait de venir me faire des problèmes, je prenais tout avec le sourire. Donc là, ça aurait été la même chose. J'aurais tout pris avec le sourire ou j'aurais même pas calculé. Si c'est pas bienveillant, je calcule pas. Je réponds même pas. Et quand tu dis je réponds pas, c'est que tu as compris ce qui se passe, mais c'est juste que tu le laisses pas, tu le laisses pas en fait cheminer en toi. Exactement. Je vais pas laisser les énergies mauvaises rentrer en moi, quoi. Je prends que le positif. S'il y a pas de positif, je prends pas. Et est-ce que le fait d'être comme ça, les gens autour de toi se disent qu'en réalité, elle comprend pas trop ce qui se passe vaut mieux et que ça... Au final, vaut mieux même qu'on pense que je suis bête, que peu importe, c'est pas grave, mais si ça va abîmer ma paix intérieure, ça vaut pas le coup. Au tennis, moi, j'ai joué au tennis de mes 5 ans à mes 17 ans, vraiment énormément. J'étais en sport-études, j'ai fait énormément de compétitions. Et la compétition féminine, malheureusement, c'est assez mauvais. Que ce soit même les parents ou peu importe, les filles en général sont en compétition avec les autres filles. Donc ça a toujours été un problème dans ma vie pour avoir des vraies copines. J'en ai quelques-unes qui sont bienveillantes parce qu'il y a toujours des belles personnes malgré tout, mais c'est compliqué de trouver des filles bienveillantes. Oui, c'est dans la compétition, mais aussi dans le monde du travail. C'est souvent mais les femmes le crépage de chignon. C'est dommage, d'ailleurs. C'est dommage, mais il y en a quelques-unes qui le font, et heureusement. Alors, justement, c'est une question, je rebondis dessus. Et d'ailleurs, ce n'était pas du tout une question que j'avais prévu de te poser. Tu vois, quand tu dis si je vois qu'en fait ça va pas me servir, que c'est négatif et au contraire ça va impacter ma paix intérieure, comment tu trouves justement, tu vois, la limite entre je laisse tomber, ça a aucune importance, et m'affirmer? Parce que là je te vois, tu es en face de moi, tu es quelqu'un de très affirmé. Comment tu fais? À quel moment en fait tu te dis bon stop, là c'est pas possible? En fait, quand ça touche à l'injustice, j'aime bien remettre les choses sur le tapis. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs ce week-end avec un ami à moi qui a 40 ans. Je lui ai expliqué par A plus B mon fonctionnement et que ce qu'il faisait, il n'y avait pas de logique en fait. Alors que vraiment, il a 40 ans, moi j'ai 25 ans, je suis une petite fille de 25 ans, ouais, comment je me suis permise? Mais en fait, quand je vois qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de souci pour que je dise, en tout cas, ma vision des choses pour que la personne soit change d'avis, soit change d'avis. Non, je rigole, mais en tout cas, ça m'a pas... J'essaye vraiment que ça ne m'atteigne pas. Mais ouais, en fait, si, je vais m'affirmer, mais je vais pas prendre ça personnellement. Je vais plus aider la personne en lui montrant qu'elle a tort, ou en tout cas qu'on n'a pas la même vision des choses. Mais je vais pas me laisser... soumettre à ces énergies négatives, quoi. Ouais, il faut que ça serve à quelque chose. Si tu mets des limites, c'est que tu sais que ça sert à quelque chose, à un collectif ou à un projet, où tu vas pas faire un règlement de compte parce que tu t'es pas touché personnellement, en tout cas. Exactement. Surtout que là, c'était un ami à moi, donc c'était pour lui expliquer. Si c'était quelqu'un que tu connais pas, tu perdrais même pas. Pas du tout. Ok. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as vraiment douté? Et comment tu as trouvé la force, en fait, dans ces moments-là? Ça peut être dans Koh-Lanta ou autre. Je pense forcément, il y a toujours des doutes. Il y a certainement un moment où tu as dû douter et que tu as senti une part de vulnérabilité, peut-être prendre un peu le dessus pendant un temps, ou peut-être en dehors de Koh-Lanta. En dehors de Koh-Lanta, ouais, bah forcément, si j'ai pas de doute dans la vie, ce serait bizarre. Non, j'ai eu plein de doutes dans ma vie, où j'ai été très dure envers moi-même quand j'étais plus jeune, parce que mes parents me comparaient énormément à ma grande sœur qui réussissait tout ce qu'elle faisait. Vraiment, c'était la fille parfaite aux yeux de mes parents. Très bonne élève, elle devait sauter des classes, au tennis, c'était la meilleure. Donc moi, je passe juste après elle. On avait 2 ans d'écart, mais on est comme des jumelles, on fait tout ensemble. Donc mes parents sans cesse me comparaient à elle. Donc moi, j'ai été souvent dans le doute. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que ce que je fais, c'est assez bien? Parce que mes parents me disaient à chaque fois, fais comme Sarah, fais comme Sarah. Donc moi déjà, le tennis, j'étais pas fan du tennis, mais j'en faisais parce que j'aimais la compétition et que ça m'a ouvert énormément de portes et que mes parents ne pouvaient pas m'emmener autre part. Ça a été vraiment la chose la plus dure dans ma vie, je pense. C'était la comparaison avec ma grande sœur qui était vraiment parfaite aux yeux de mes parents, quoi. Donc quand t'es petit, tu te dis... est-ce que t'es légitime d'être toi-même, quoi? Ou tu dois vraiment essayer de ressembler à quelqu'un alors que c'est pas ta nature?
Et tu as fait comment? Justement pour te sortir finalement d'une case. C'était pas malveillant, hein, c'était juste leur façon de exactement. faire. Comment tu fais toi justement aussi jeune pour te dire en fait j'ai envie d'être moi, j'ai envie de finalement investir dans ma singularité? En fait, on le fait d'abord inconsciemment. J'ai été un peu la rebelle. Je répondais à mes parents. J'étais celle qui voulait tout le temps sortir. Vraiment faire tout ce que mes parents ne voulaient pas. Moi, je voulais le faire, du coup, pour aller à l'encontre de ce qu'ils voulaient. Et en fait, à 17 ans, j'ai eu un déclic où j'ai décidé de mettre le tennis de côté pour choisir les études. Et en fait, de pas du tout prendre le même chemin que ma sœur qui avait choisi le tennis de haut niveau. Moi, j'ai choisi du coup d'être coach sportif et diététicienne nutritionniste. Même inconsciemment, je m'étais faite blonde parce que ma sœur était brune. En fait, tout ce que ma sœur faisait, j'essayais d'aller à l'encontre de ma sœur. Et après, j'ai juste pris conscience que j'étais une bonne personne et que je devais continuer à faire ce que j'aimais, quoi. Tu parlais d'éducation serbe. C'est quoi exactement? Alors, l'éducation serbe, c'est une éducation très stricte. Donc voilà, mes parents, quand ils disaient on va dormir à 21h, ma sœur et moi, on allait dormir à 21h00, on était au lit. Hein. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait rien. Enfin, vraiment, on avait des heures de coucher, on avait des heures de sortie. Enfin, tout était très, très cadré. Ma mère, en plus, elle avait arrêté de travailler, donc elle était complètement à s'occuper de nous. Donc c'est une éducation très stricte. Moi j'avais très peur de mon père, de mes parents même en vrai. Hein. Même si je faisais la rebelle et tout, je faisais un peu la folle, mais j'avais peur de mes parents en vrai. Et en vrai on a eu une super éducation avec ma grande sœur, je regrette pas du tout, j'ai eu une enfance incroyable. Mais par contre mes deux autres frères et sœurs, avec les mêmes parents, hein, on n'a pas du tout la même éducation. Ils étaient beaucoup plus stricts avec nous deux, les deux plus grandes, qu'avec les deux plus petits. C'est toujours comme ça, ouais. En général. On lâche l'affaire exactement. Avec le travail. Et comment tu t'en sers aujourd'hui, justement, avec cette structure, ce cadre comment ça te sert dans tes projets, dans ta vie aujourd'hui? Dans ma vie, ça me sert à me dire que la liberté, c'est vraiment incroyable. C'est vrai, la liberté... Moi, j'en ai souffert de ne pas avoir de liberté plus jeune. Après, mes parents, ils ont fait vraiment le maximum pour d'être les meilleurs parents au monde et je les aime le plus au monde. Hein. Mais la liberté, c'est vraiment un truc... c'est le but de la vie, finalement. D'être libre. Si demain, j'ai envie de partir je ne sais où, que je puisse prendre mes valises et partir. Si j'ai envie de manger dans ce resto-là, aller dans ce resto-là. Enfin, c'est surtout de me rendre compte de la chance de la liberté. Que tu considères avoir eu avec tes parents ou pas assez? Pas assez. Donc, et du coup, le fait de maintenant l'avoir, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à avoir des bonnes notes à l'école, donc en fac, quand je suis arrivée à la fac, j'ai commencé à être une super élève, parce que j'adorais ce que j'apprenais. Mes parents ont commencé à me laisser complètement ma liberté. Donc là, je me disais, mais c'est super, en fait, j'ai juste à avoir des bonnes notes et mes parents me laissent faire tout ce que je veux. Et en fait, c'est de là que ça a commencé, de me rendre compte que la liberté, c'était incroyable. Et il y a quelques mois, j'ai fait de l'introspection. Et en fait, le bonheur, c'est être libre. Et quand j'ai compris ça, j'en prends encore plus conscience maintenant. Parce que de base, pour moi, le bonheur, c'était l'amour. En vrai, un peu des deux, mais en tout cas, la liberté, ça en fait partie. La liberté, ça passe par beaucoup de choses. Il y a la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, mais il faut aussi la liberté financière. Il y a pas mal de choses qui se jouent. Quand tu parles, juste avant, je rebondis sur la compétition, parce que c'est un mot que tu as souvent utilisé. Comment tu fais pour te dire, OK, je veux gagner? Donc, qui dit compétition, qui dit veut gagner, je vais éliminer les autres. Et finalement, de pas se dire, je suis une bitch ou ce genre de choses, tu vois. Comment on fait? En plus, là, je rigole parce que hier, j'étais en tournoi de volley. Donc, je suis retournée dans ma fac de STAPS. J'essaie d'y aller tous les ans. Et en fait, on s'est rendu compte à quel point j'étais mauvaise perdante. Mais c'est un truc de fou. Tu aimes pas perdre? Ah, je déteste perdre. D'accord. Mais vraiment, je déteste perdre. Après, c'est pas pour autant que je vais être méchante avec les adversaires. Hein. C'est vraiment... Mais je déteste l'injustice dans tous les facteurs de la vie. Mais non, mais après, le sport, c'est... Tu peux pas être... une mauvaise ou je vais jamais dire des choses méchantes aux adversaires ou peu importe, mais en tout cas je vais me donner à 100% pour gagner parce que j'adore ça. Hier au tournoi de volley, premier match, on le perd et en fait il y avait pas un sourire qui s'affichait sur mon visage et à la fin en fait on a commencé à tout gagner et on s'est retrouvés sur le terrain de la finale, mais en fait on me reconnaissait pas. Le premier match et le dernier, comment ma tête était fermée, et le dernier où j'étais là à rigoler, on m'entendait jusqu'au bout du gymnase. Mais j'adore la compétition. Vraiment, j'ai toujours adoré ça dans n'importe quelle discipline. Mais j'adore l'adrénaline de la compète.
Quelles sont tes routines pour garder cette énergie, justement, cet optimisme? Est-ce que tu fais des choses concrètes qui te permettent de rester optimiste, de garder le sourire? Alors déjà, le matin, avant de prendre mon téléphone, j'aime écrire. Et j'écris à la petite Tania. Ça, c'est mon travail d'introspection que j'ai commencé il y a quelques mois. Et en fait, tu comprends plein de schémas, de comportements que tu as dans le présent par rapport à des choses qui se sont passées quand tu étais plus jeune. Donc, j'aime bien parler à la petite Tania. Donc, ça peut durer 10 minutes comme 30 minutes. Je bois de l'eau. Je prends un bon petit déjeuner avec des protéines, plein de vitamines. Je vais au sport. Et j'ai besoin de faire du sport, ça me fait tellement du bien et je conseille à toutes les personnes sur Terre de faire n'importe quel sport. Il y en a 300 sur Terre, donc forcément il y en aura un qui plaira à quelqu'un. Ça peut même être marcher ou peu importe, mais prendre l'air. Aller dans la nature, mais bon, à Paris c'est un peu compliqué. Mais globalement, ouais, faire du sport pour éliminer toutes les toxines négatives. Tu en fais tous les jours du sport? Pratiquement, ouais. Où je vais faire des étirements, où je vais marcher. Mais je suis obligée, mais c'est pour le mental, hein. C'est pas pour le physique, c'est vraiment pour le mental. En fait, je retire toute l'énergie négative. Si je rentre à la maison et quelqu'un veut commencer à s'embrouiller avec moi, ou même dans la rue, ou peu importe, et moi, j'ai pas d'énergie pour ça. J'ai déjà tout dépensé au sport. Moi, j'en rigole. Et ouais, la gratitude, ça, c'est plus le soir où je vais écrire vraiment des choses. Ouais, bravo Tania d'avoir fait ça dans la journée, c'est génial. Donc je me complimente sur 2-3 trucs que j'ai fait dans la journée. Et la gratitude de te dire que t'es en bonne santé, que t'as un toit et que voilà, t'as eu des amis à aller voir aujourd'hui, que t'as fait un repas où t'as regroupé tes amis, t'as joué aux cartes. Enfin, c'est des trucs un peu bêtes, mais ça fait du bien au moral. Est-ce qu'il y a quelqu'un, à part ta maman, qui t'a inspiré, que ça peut être quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, ça ne veut pas dire que tu es dans l'admiration, mais en tout cas, il y a une qualité chez elle ou chez lui qui t'a inspiré dans ta façon d'aborder la vie. Si tu devais donner un conseil à la Tania plus jeune ou quelqu'un de plus jeune que toi, ce serait quoi comme conseil que tu aimerais lui donner? Alors, pour ta dernière question, je dirais à la petite Tania d'avoir confiance en elle. Enfin, parce que comme j'ai été comparée à ma sœur, que je suis superbe, que la vraie Tania est superbe et que j'ai pas besoin d'écouter mes parents pour être comme ma sœur Sarah, quoi. Enfin, d'essayer de ressembler à quelqu'un que je suis pas. Juste ça, faire confiance en la vie et ne pas être perfectionniste. Ça, c'est le pire. Parce que la perfection, on peut pas l'atteindre. Et en fait, on se gâche la vie avec ça. Donc ouais, vraiment que je suis très bien, que je vais avoir une super vie si j'écoute mon intuition. Ça, c'est le plus important, écouter son intuition. On a tous des intuitions, mais on les écoute pas assez. Et ça, c'est dommage. Et si j'ai des personnes qui m'inspirent, je dirais mes 2 meilleures amies, Cyrine et Dragana, qui sont super ambitieuses. Moi, j'adore les personnes ambitieuses qui entreprennent des choses, qui sortent de leur zone de confort, qui veulent vraiment créer des business. Enfin, je trouve que c'est tellement waouh que j'adore m'entourer de personnes qui veulent s'élever. Et c'est quoi ton ambition, toi, sur les 5 prochaines années? Tu te vois où? Alors, ça, je le disais plus trop parce qu'en fait, en 2020, moi qui prévoyais énormément ma vie sur le futur, en 2020, on a eu un incendie avec ma famille. J'étais bloquée au 8e étage de ma résidence avec ma mère, mon petit frère, ma petite sœur. Et on se faisait nos adieux parce qu'il y avait un incendie. Donc on pensait pendant 10 minutes qu'on allait mourir. Moi, je suis tombée dans les pommes 2 fois. Enfin, vraiment, voilà. Et en fait, je me suis posée en 2020 et je me suis dit, mais tu vois, Tania, ta vie, elle peut changer du jour au lendemain. Ça sert à rien de prévoir ta vie au millimètre près dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et tu dois vraiment vivre le moment présent. C'est là où j'ai vraiment compris le pouvoir du moment présent, qui est un livre d'ailleurs extraordinaire. Exactement. Et donc maintenant, je la prévois plus à 5 ans. Ce que j'aimerais dans 5 ans, c'est toujours développer mes réseaux sociaux, garder un pied dans la télévision parce que j'ai adoré la télé. Pourquoi pas même faire des films, des shootings photos. En fait, je suis tellement ouverte à plein de trucs. J'adore les challenges. J'adore faire plein de trucs différents. Donc, vraiment développer le max de compétences possibles, être indépendante financièrement parlant, ouvrir des business, rencontrer des gens, voyager. Voilà, je me dis pas avoir des enfants et tout. Qui sait, si je rencontre la bonne personne, pourquoi pas. Hein, mais ouais, bien sûr, un jour, avoir des enfants, une famille. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, bah ouais, rencontrer ma moitié, comme ce que je disais quand j'avais 3 ans. Habiter à la mer, avoir ma famille en bonne santé, des amis que je vois souvent,
et être libre, tout simplement. C'est déjà faire ce que j'aime. C'est bien, mais c'est accessible. Ouais, en vrai, oui. Mais c'est accessible pour tout le monde, en vrai. Un livre que tu conseillerais, qui sera aligné avec notre discussion aujourd'hui? Il y en a plein, mais moi, mon livre préféré, c'est Les 5 langages de l'amour. C'est vraiment où tu comprends en fait comment l'amour fonctionne entre deux personnes. Ça peut être avec tes parents, avec ton amoureux, avec tes amis. Je le trouve génial, ce livre. Sinon, j'aime bien Les Antisèches du bonheur. Tu l'as déjà lu? Ouais, je l'ai déjà lu. Ouais, j'aimais bien ce livre. Voilà. Et toi? Il y en a beaucoup. J'aime bien le pouvoir du moment présent. Ça a l'air bateau, mais en fait, à des moments de vie, tu le lis à des moments de vie différents, donc tu le lis de façon pas de la même façon. Mais il y en a beaucoup. J'en ai lu beaucoup. Ça dépend sur quel thème, mais sur ce qu'on se dit aujourd'hui, je pense que celui-ci serait le plus aligné. Après, j'aime beaucoup Naval Ravikant. C'est un super livre parce qu'il te parle justement, de façon d'appréhender la vie, de façon très positive. Il parle de valeurs, il y a quand même pas mal de spiritualité. C'est quelque chose qui me parle plutôt bien. Et puis, il y a une partie business qui t'explique aussi comment tu l'abordes, sous quel angle, de penser grand, de dire, voilà, c'est de se dire, j'ai des rêves, j'ai des grands rêves, mais je commence petit à petit, et te donne en fait des astuces, des façons de penser, des conseils. D'ailleurs, je le recommande. C'est l'almanach de Naval Ravikant. Je le Ça, c'est un des meilleurs livres. Tu l'as bien vendu. J'ai pas de droit dessus, mais il m'a fait beaucoup de bien. Alors, pour ceux qui nous écoutent, ton skill challenge, c'est-à-dire, admettons que les personnes qui nous écoutent se disent « j'ai vraiment envie de développer cet optimisme stratégique ». Ce qui vient aussi derrière, c'est bien évidemment l'art de rebondir, de voir les défis comme des opportunités. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire, proposerais de faire dans les 24-48 heures pour commencer? Déjà, écrire. Écrire, ça fait du bien pour mettre ses idées et voir le positif. Ok, il faut voir aussi ce que tu peux perdre, mais surtout se concentrer sur ce qu'on peut gagner. Dans n'importe quel business, dans n'importe quel objectif, projet, qu'est-ce que ça peut t'apporter de faire ça? Plutôt que de voir ce que ça va te coûter, ce que ça va t'apporter. Exactement. Donc là, de dire sur les prochaines 48 heures, ne serait-ce une rencontre, un projet, quoi que ce soit que vous allez avoir sur les prochaines 48 heures, de vous dire qu'est-ce que ça va m'apporter au lieu de qu'est-ce que ça va me coûter. Exactement, voir le positif. Merci Tania. Est-ce que tu me recommanderais une personne qui t'inspire, que tu connais ou que tu ne connais pas, pour un prochain épisode? Pas forcément dans le même skill que toi. Ouais, elle va rigoler, je pense, quand si elle voit ça. Mais c'est Eva Travel. C'est une copine à moi que j'ai rencontrée récemment. Elle est plus jeune que moi, elle a 21 ans ou 22 ans. Et c'est une fille tellement inspirante. Elle a ouvert une marque de vêtements éco-responsable. Elle est super ambitieuse, elle est bienveillante. Des filles bienveillantes, c'est très rare. À te donner des conseils pour que tu réussisses. Vraiment à te donner toutes les clés possibles pour que tu réussisses dans le même domaine qu'elle. Enfin, c'est fou. Et elle est super inspirante pour son âge. J'adore cette fille. Vraiment, j'adore cette fille. Bon, merci beaucoup Tania pour cet échange inspirant. Ton parcours est un modèle de détermination, d'optimisme et d'engagement. Tu nous rappelles que dans la vie, comme dans l'entrepreneuriat, chaque épreuve peut devenir une opportunité de grandir et d'exceller. Alors n'oubliez pas le Skill Challenge de Tania, qui est le Skills Optimisme, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci Nadia.